Oh, bonjour, mesdames et messieurs, mardi le 13 juin et bienvenue à l'Avocat et le Diable. Bonjour Geneviève. Bonjour Stéphane. Alors, il faut que je vous raconte une tranche de vie. Ce matin, 5 minutes avant qu'on entre en onde, j'ai reçu un huissier. Un huissier qui est venu signifier une belle procédure du comité de discipline du barreau parce que, ici à TQS, on a fait une émission sur la juge sans jugement, Lise Côté de la Cour d'appel. Vous vous souvenez, cette juge qui avait réduit la peine du pédophile Luc X parce qu'elle avait dit « C'est pas grave, il a violé sa fille, mais ça a été fait dans un contexte de douceur. Il n'y avait pas de violence faite aux agressions d'une petite fille de 2 ans. On me reproche d'avoir organisé une pétition. Ben, je vous incite à aller la signer, la pétition. www.mesopinions.com et je serai éventuellement radié du barreau. Vive le barreau du Québec. Savez-vous ce qu'on me reproche? De n'avoir pas servi la justice, de ne pas avoir soutenu l'autorité des tribunaux de façon à porter préjudice à l'administration de la justice. Quelle justice? Quelle justice? Alors voilà. Merci beaucoup. Maître Pierre Bernard, syndic du barreau, je vous attends. C'est ce qui est fascinant avec les huissiers. C'est l'omerta. C'est leur façon extraordinaire qu'ils ont de toujours venir au bon moment, 5 minutes avant que tu entres en onde. Quand c'est pour d'autres matières, ils arrivent à 6h moins quart à la maison chez toi pour te prendre dans défaut ou en surprise. Quel métier affreux. On devrait faire quelque chose sur le métier de huissier. Oui, puis on veut me déstabiliser en m'envoyant ça 5 minutes avant. Bravo, le barreau du Québec. Quelle belle intégrité intellectuelle. Puis là, vous êtes en train de me dire qu'ici, là, je suis engagé comme avocat. Hein? Je donne des conseils d'avocat comme à la radio, alors qu'on m'engage parce que je suis une grande gueule. Hein? Ça me fait penser un peu à l'acharnement qu'on faisait sur le docteur Mayou. Donc, les gens, écrivez donc au barreau du Québec, peut-être que ça leur ferait une petite réaction. Fais pas d'amalgame quand même entre toi et le docteur Mayou. Non, juste. Alors, beaucoup de nouvelles ce matin. Donc, la DPJ, sort de ses gonds et on fait un peu de dénigrement à l'endroit de tous ceux qui ont pourfendu la DPJ. C'est assez terrible, hein, ça. Et en particulier les médias. Alors que s'il y a eu plus de cas rapportés à la DPJ signalés, c'est parce que les gens des médias ont créé une espèce de conscientisation. Le fait que les gens, dont Paul Arcand, on peut le dire. Oui, les voleurs d'enfance. Oui, et la juge Ruffo qui travaille depuis des années. Ah, mais ça, la juge Ruffo, qui travaille depuis des années, la juge Ruffo, à pourfendre la DPJ pour des motifs tout à fait valables. On peut ne pas être d'accord avec le fait qu'elle soit juge, qu'elle se soit prononcée et tout ça, mais ces motifs étaient honorables, valables. Tu sais ce qui est arrivé? Le Grand Conseil des juges, à l'image du barreau, ici, cette petite procédure-là, on essaie de faire fermer la gueule aux gens qui prennent la défense des enfants. C'est beau, sous couvert de respect de la servir profession. La justice. Mon œil, la justice. Ça, c'est très poli, ce que je vous dis là. La justice, la mafia, l'omerta des grands juges de la Cour d'appel qui sont déconnectés de la réalité. Stéphane, si on vient à la DPJ aussi, bon, d'abord, plus de signalements. Oui, bravo. Pour toutes sortes de raisons. Bon, évidemment, il y a l'effet Nathalie Simard, on peut le dire aussi. Une chance qu'elle est sortie. Oui, mais on peut dire aussi que les gens, en général, sont plus conscients de ce genre de sujet-là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a plus maintenant qu'avant? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a plus de raisons de signaler ou c'est juste parce que les gens sont plus conscients? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Plus on en parle et plus on remet en cause certains jugements. Vous savez, quand on est nommé juge, on est un personnage public, là, Geneviève. Là, on est un peu comme des politiciens. Ces gens-là ne vivent pas dans une bulle de verre et ils doivent être attaqués verbalement quand les jugements n'ont pas d'allure. Je veux dire, un juge, c'est une personne humaine avec ses défauts, n'est-ce pas? Alors, et c'est des gens qui doivent représenter un idéal supérieur, en tout cas. Ah oui? Mais oui. Quand tu as une position d'autorité comme ça, tu dois représenter un idéal supérieur. Exactement. Alors, toujours en matière controversée, en relation de travail, on apprend dans le Journal de Montréal, page de gauche, page 2, petit encadré, que les 44 pressiers ont été congédiés pour avoir fait du vandalisme. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait déconnecté des rouleaux, on avait répandu de l'encre par terre et ça aurait mis la vie de certains ouvriers en jeu. Alors, qu'est-ce qui va arriver d'après toi? J'ai aucune idée. Je connais ta théorie. Là, vas-y, je te laisse aller. Ah, ben, je me suis mis une petite démarche ici. Qu'est-ce qui va arriver? En matière de droit du travail, c'est pas compliqué. Le syndicat va lever un grief. Il va y avoir une rencontre exploratoire, un arbitrage, et les 44 pressiers vont être réintégrés dans leur job. Mais c'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. À moins que tu aies tué quelqu'un, là, c'est très, très difficile de congédier une personne aujourd'hui. Je t'entendais ce matin à une autre
intervention Notre que tu tribune. faisais à la radio, notre tribune, où tu parlais de harcèlement moral. Puis là, j'ai tiqué un peu. Parce que le harcèlement moral, à mon avis, ça n'a rien à voir avec ça. Toi, tu disais maintenant, on ne peut plus mettre personne dehors. Non. On invoque le harcèlement moral. Mais je te dirais que le harcèlement moral, c'est une très bonne chose que ça soit venu dans les chartes et tout ça. Oui. Mais tu penses pas que ça va exagérer un peu? Non, parce que je pense qu'il faut rétablir un balancier. À un moment donné, les patrons avec tous les droits et niaient cet aspect fondamental et psychologique du travail. C'est-à-dire que si tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu peux faire d'une manière très sournoise tout ce que tu peux pour t'en défaire et la personne n'a aucune défense parce que il n'y a pas de fait comme tel. Alors là, avec le harcèlement moral, on a mis des mots sur des manières, des pratiques qui n'avaient aucune allure. Le harcèlement moral, ça existe. Un employé? Là, oui. Réprimander, oui. Harceler, non. Harceler, ça implique... Quelle est la définition d'harcèlement? Il y a eu 3000 plaintes en l'espace d'un an. Là. Viens pas me dire que c'est fondé. Mais ça veut dire que c'est parce que ça existe vraiment et qu'il y a des façons sournoises d'écœurer quelqu'un jusqu'à temps qu'il s'en aille, tu sais. Oui, on peut pas materner un employé non plus. C'est pas une vie de famille, c'est pas une vie de couple, ça, le travail. T'es payé pour faire un travail. Si tu le fais pas, c'est la porte. C'est pas une vie de famille, c'est pas une vie de couple, mais la plupart des gens qui n'ont pas fait, puis là, c'est tellement un point de vue de femme que je vais te dire là, qui n'ont pas fait de démarche psychologique, qui ne se connaissent pas, qui savent pas comment ils réagissent, vont transporter dans le milieu de travail des dynamiques qu'ils ont à la maison. S'ils ont de la misère avec le papa, ils vont avoir de la misère avec le boss. S'ils ont de la misère avec la maman, les femmes ont beaucoup de difficultés à s'imposer dans le monde du travail. Tes problèmes à la maison. Oui, mais c'est facile à dire, ça. Mais on est des êtres, on est des êtres psychologiques, on est des êtres qui fonctionnent on fonctionne pas juste au travail, on est comme ça, puis à la maison, on est de même. Oui, mais si ton travail est affecté par tes problèmes personnels, t'as pas à faire payer l'employeur et la business pour ça. Je suis d'accord, mais je te dirais que la plupart des gens sont inconscients de leur motivation psychologique et les transportent au travail. Fait que le harcèlement, là, il y a quelque chose là de bon. Il faut juste que le plateau se rééquilibre. Alors là, Geneviève est scandalisée ce matin à propos de la question des hôpitaux. On apprend dans le journal La Presse qu'il y aurait des gens qui font un peu de colportage dans les hôpitaux, dont des mères qui sont en train d'allaiter pour se faire prendre en photo par un photographe un peu sous pression. Écoute, est-ce que ça te scandalise? Pourquoi? Ça me scandalise d'une part parce qu'un hôpital, c'est un lieu relativement sacré, est-ce qu'on peut dire ça? Surtout, une mère vient d'accoucher, elle est dans un état de vulnérabilité, est-ce qu'on s'entend? Elle a le bébé au sein, puis tout d'un coup, il arrive un zouf avec un Kodak, madame, voulez-vous prendre une photo? Elle sait pas, ça dit oui, ça dit non. Elle la prend et après ça, on en profite pour y vendre un paquet d'affaires. Oui, mais juste à le mettre dehors. Mais oui, mais... Il n'y a pas d'obligation à prendre une photo? Non, il n'y a pas d'obligation, mais elle a déjà tout occupé là, par toutes les émotions, les hormones en chaos, en délire, là, parce qu'elle vient d'accoucher. Puis là, tout d'un coup, elle est obligée de prendre une décision qui n'a rien à voir. Elle ne devrait pas être soumise à répondre à une affaire pareille. Et c'est pas tout. Ils prennent la photo, après ça, ils envoient famille en croissance, là, un paquet de papasses. Oui, ils vendent des listes. Et même, j'ai entendu dans la liste, il y avait le magazine Parents. Écoute, je trouve ça odieux. Je veux bien que les hôpitaux sont de mèche, là, avec ces gens-là. Ils les laissent faire. Ça rapporte des revenus. Probablement qu'il y a une cote de prix là-dedans pour les services hospitaliers, quand même. Mais Stéphane, est-ce qu'on peut vivre dans un monde un peu plus, encore là, une opinion de ferme, humain, dans un idéal un peu plus grand que la maudite business, toujours à deux pouces du nez? Mais je te donne une solution alternative. Si on offrait, avant que l'enfant sorte de l'hôpital, si on offrait un petit kit promotionnel gracieux, à titre gracieux, puis ça s'arrête là. Puis qu'on vienne parceller la femme quand elle a le bébé au sein. Ça pourrait être une solution alternative. Bon. Alors. Ah, ça va te plaire. Je t'écoute. Non, c'est toi. Tu veux que je lance la nouvelle? Ben, fort. Avez-vous vu un peu de publicité là, qui pousse un peu partout sur Montréal? On envoie là, des femmes avec 3 seins. Est-ce que c'est des mutations génétiques? C'est quoi cette affaire-là? On voit des femmes avec 3 seins et on voit aussi un écureuil, semble-t-il, muni de couilles, ma foi, assez grosses. Comment t'as dit ça? De testicules. Ah, OK. C'est le langage populaire, le langage vernaculaire, comme dit M. Proulx. Ouais. Donc, un écureuil muni de couilles immenses. Mais en quoi ça attire ton regard? Écoute, la bêtise là-dedans, c'est le fameux écureuil. Mais la bêtise là-dedans, c'est pour vendre une boisson dont on dit que c'est mieux que la bière. Donc, 3 seins valent mieux que 2. Et 2 grosses couilles valent mieux que 2 petites. Ah oui. Et on pourrait dire, dans le cas des hommes, 3 pénis valent mieux qu'1, parce que tu sais que les hommes en ont 3. Un ici, un entre tes 2 jambes, puis là, on va leur rajouter un autre, comme la fameuse femme avec les 3 seins. Est-ce qu'on s'entend que c'est laid esthétiquement? Ben, c'est pas beau. C'est ridicule. Je ne sais pas ce qu'ils veulent vendre avec ça, là, en tout cas. Ben moi, j'ai vu une publicité ce matin. Ça fait 2 matins que je le vois. Pour ceux qui sont de Montréal, vous comprendrez. Pour ceux des régions, comme on dit dans le slogan, ça vaut le détour. Vous prenez la 20 Est et vous prenez la bretelle pour le pont Champlain. Et là, vous tournez votre tête à droite et vous allez voir une publicité de H&M, qui est une ligne de vêtements suédoise. Un grand magasin à chaîne de vêtements très mode suédoise, mais beaucoup implanté aux États-Unis. C'est assez frappant. On voit 2 femmes, dont l'une est presque embarquée sur l'autre. C'est une publicité de maillot de bain, que vous voulez. L'été s'en vient, il commence à faire chaud.
Donc, j'invite Geneviève à revoir ta garde-robe. Oui, bien sûr. Tu comptes sur moi pour porter un beau petit maillot H&M. Mais tu sais que ça fait partie d'une tendance qu'on appelle le porno chic. Alors, toutes les allusions, en fait, à des images pornographiques, on les place en publicité et ça fait vendre du feu de Dieu. 2 femmes, d'ailleurs, je t'ai entendu dans une autre tribune dire que tu aurais bien voulu te mêler à ces femmes ce matin. Oui, comme Mario Morin qui est monté sur le panneau près du pont Jean-Cartier. Moi, je serais monté peut-être sur le panneau, mais... T'aurais eu l'air aussi intelligent que Mario Morin. Mais toi, là, en tant que féministe aguerrie, comment tu trouves ça, cette régression-là, au niveau de l'image de la femme? En fait, c'est pas très joyeux. Moi, je vais dire sincèrement, je suis une féministe aguerrie, mais je suis aussi une fille qui a travaillé longtemps des magazines féminins. Et qui est, moi, tant que c'est beau, tant qu'esthétiquement ça se tient, tant que c'est pas trash, je pense pas qu'il y a de raison d'enlever sa brassière ou de la mettre au feu. Non, c'est correct. À la limite. Puis on parle de mode, là, on parle de choses trendy, là, de tendance. Oh oui, c'est sûr que c'est très vendeur. Pas de mal avec ça. Ah, écoutez, les gens du plateau Mont-Royal, vous connaissez tous ce quartier très huppé de la ville de Montréal et vous connaissez aussi nos Alouettes. Et nos Alouettes jouent au stade Percival Molson, au centre-ville. Et il y a un projet d'agrandissement parce que les Alouettes, c'est important. C'est à peu près la seule équipe qui nous reste avec le Canadien de Montréal puis l'Impact. Et là, je ne trouve pas ma page. La page 10 de la presse, merci beaucoup. Souligné en plus, vas-y. Alors, on voit ici, on a la photo à l'écran. On s'apprête à faire des travaux d'agrandissement, mais là, les gens du plateau s'en mêlent. Et on voudrait un groupe constitué de représentants, écoutez la liste, des promoteurs, le propriétaire, la ville, la police. Les voisins. Oui, des groupes associatifs. On peut plus dire groupe communautaire, il faut appeler ça groupe associatif de concertation du voisinage. Donc, on propose une table de concertation pour superviser les travaux. Ce monde-là va rentrer sur le chantier à tous les jours pour vérifier si le béton est coulé correctement, si on n'a pas coupé quelques arbres. Mais écoute, c'est notre ami monsieur Prescott là, qui est toujours l'homme des grandes causes. Oui, l'homme des grandes causes que l'on voit souvent à Montréal siroter des cafés dans différents endroits de la ville. Oui. Non, mais écoute, c'est assez fascinant, cette façon de vouloir fonctionner en autarcie, d'une manière très spécifique au plateau. Tu avais une solution d'ailleurs pour eux ce matin. Tu avais une solution formidable pour eux ce matin. Oui, vous savez, les gens du plateau sont très écologistes, sont contre l'automobile, ils veulent des pistes cyclables. Alors moi, si j'étais maire d'arrondissement ou maire de Montréal, je décréterais l'enclos du plateau Mont-Royal et j'interdirais l'automobile sur le plateau. Fini les poêles à bois. Tout ce qui pollue, c'est fini. Et on ne mangerait que des graines. Les mangeurs de graines seraient très heureux. Et là, on les prendrait à leur propre jeu. Mais là, tu fais de la confusion. Quoi? En fait, l'affaire de mangeage de graines, ça, c'est fini. C'est dans le Mile End maintenant. C'est plus dans le plateau. Le plateau, maintenant, ils mangent des sushis, puis des carpaccio, des affaires de même. Ils sont plus dans le mangeage dans le mangeage de graines. Sauf que c'est pas des façons de fonctionner. Et que quand tu parles aussi de grands intellectuels et tout ça, il y a quelque chose c'est-à-dire, si tu fais un amalgame, c'est pas parce qu'on habite dans le plateau qu'on est intellectuel. C'est pas parce qu'on habite dans le plateau qu'on lit des livres. C'est pas parce qu'on habite dans le plateau qu'on est plus conscientisé qu'ailleurs. Ça m'énerve terriblement. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Ça, je pensais qu'il y avait une fibre de Québec solitaire dans le plateau. Il y a une fibre de monde qui ont pas mal d'argent. Il y a une fibre de gentrification. Mais c'est pas nécessairement des intellectuels. Faut pas tout confondre. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Dans le même plateau. Mais quel sens de l'humour. Sort de ce corps, oui. Alors aujourd'hui, nous avons épuisé notre revue de presse pour parler d'un sujet très grave. Et on se demande, après l'adoption de 4 projets de loi cette nuit, vers 2 heures du matin à l'Assemblée nationale, en imposant le bâillon. Donc, on a suspendu toutes les règles de procédure, toutes les règles qui auraient pu permettre un débat à l'Assemblée nationale sur 4 projets de loi précis. Des sujets extrêmement importants, bien sûr. Oui, dont la fameuse projet de loi sur la privatisation du Mont Orford. On a fixé aussi les conditions de travail des médecins spécialistes. Ensuite, on a suspendu les poursuites à l'encontre des circuits de VTT de motoneige. Ça, c'est très, très important. Vite, il faut se dépêcher de faire ça. Oui. Alors, on se demande ce matin, coudonc, Jean Charest, est-ce un dictateur ou un démocrate? Et Geneviève pense que Jean Charest est un dictateur. Pourquoi? Je ne dirais qu'une chose. Le vrai leader négocie, convainc avec intelligence. Le dictateur impose des couvre-feux, des lois spéciales. Est-ce que tu l'as lu, le règlement sur le couvre-feu? Non. C'est une boutade, Et comme l'autre, quand j'étais allé à Bon Baiser de France, là, je me souviens plus de son nom, Desgagnés, l'acteur Desgagnés qui m'était tombé dessus, puis il n'avait jamais lu le texte.
T'as pas honte? J'ai pas honte du tout. Ah, c'est une joke. C'est une farce. Entre Alors, nous, tu penses que on c'est est un rendu à dictateur? se faire des farces Oui, quand même oui. au bout d'une semaine et quelques. Mais tu penses réellement que c'est un dictateur? Ben, je sais pas si c'est un dictateur, mais disons c'est des manières dictatoriales et toute sa façon, ce type de gouvernance qu'on voit à l'œuvre avec Jean Charest et sa gang de... On dirait que, premièrement que toute sa gang, le Béchard et tout ça, c'est des licheux qui sont là, la langue à terre, pour vous dire oui, 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 M. Charest, on va le faire, oui, oui, oui. Mais toi, t'es pas membre du barreau, toi, tu te feras pas radier, tu peux dire tout ça? Ben non, mais je peux dire qu'une personne est licheuse, ça change rien, là. Je parle pas de faits en particulier. Oui, mais écoute, ça m'apparaît comme une bande de personnes qui sont vraiment Jean Charest. Il y a là d'un petit mouton tout doux comme ça quand on le voit en ondes et tout ça. Oui, mais j'ai c'est quoi la l'impression qu'il a différence? une sacrée poigne à l'intérieur. Oui, mais c'est quoi la différence avec les péquistes? Quand les péquistes étaient au pouvoir, et j'y étais à l'époque, on l'imposait le bâillon à chaque fin de session parce qu'à un moment donné, il faut toujours bien fermer la baraque. Mais vous avez eu recours moins de fois. Dans les statistiques, là, je les ai pas sous les yeux, mais ce gouvernement-là, 8 fois en 2 mandats, ça commence à être beaucoup, ça, là. Oui. là. Mais quand même, comment tu veux fonctionner? De toute façon, Jean Charest n'est pas un amant du travail. La preuve, c'est qu'on ferme le Parlement aujourd'hui, alors qu'en général, on fermait le Parlement à la veille de la Saint-Jean ou à la veille de Noël. Donc, on évite une semaine de débat pour arriver au même résultat. Mais moi, cette histoire-là, ils veulent partir en vacances, j'y crois pas tellement. Ils pourraient partir en vacances puis laisser ça comme ça. Quelle importance de légiférer sur les VTT? Explique-moi. Veux-tu me te le dire, moi? Ouais. Veux-tu me te le dire? Moi, je sens que le Parlement ne sera pas reconvoqué en octobre, que les brefs d'élection vont être émis probablement fin septembre et on sera en campagne électorale au mois d'octobre pour un vote peut-être début novembre. Mais là, à ce moment-là, c'est de la politique fiction, puis on verra. Oui, on verra. Qui vivra verra, comme on dit. Alors, on vous invite à nous téléphoner, donc au 790-0874 ou 1-877-790-3535 ou sur Internet www.tqs.ca. La question aujourd'hui, Jean Charest, dictateur ou démocrate? Alors, bienvenue à l'émission L'Avocat et le Diable. Aujourd'hui, le 13 juin, on se pose la question, Jean Charest, dictateur ou démocrate? Et on s'entretient, Geneviève, avec le sénateur Claude Rivet, sénateur indépendant, qui a été pendant de longues années conseiller spécial de Robert Bourassa, premier ministre du Québec. Monsieur Rivet, bonjour. Bonjour. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Bon, qu'est-ce que vous en pensez du bâillon? Vous avez vécu ça, vous, j'imagine, à Québec dans les belles années. C'est pas la première fois que ça arrive. D'abord, c'est jamais une bonne chose pour un gouvernement de faire ça parce que, évidemment, c'est de forcer la main à bien des gens, à l'opposition. C'est pas dans les règles normales du Parlement. Mais d'un autre côté, à un moment donné, l'opposition qui crie l'horreur utilise souvent la procédure pour bloquer le projet du gouvernement. Alors, c'est pas un précédent, là, hein, les gouvernements péquistes, les gouvernements libéraux. Tout le monde a fait ça. Mais M. Rivet, est-ce qu'on fait pas ça, un bâillon, généralement, pour des projets de loi qui impliquent la sécurité du public, quelque chose d'important, d'urgent, qui touche tout le monde? Là, les VTT, est-ce qu'on s'en fout? Non. On fait ça pour des projets de loi importants. Ouais. L'affaire d'incliner les VTT puis les chevaux, les chevaux, là, ça, c'est accessoire, là. C'est probablement parce que ils disent quand à y être aussi bien faire ceux-là, c'est pas très... Ça, c'est pas très... Ce qui est important, c'est l'affaire de Harford et puis l'affaire des médecins. Le gouvernement, c'est sans doute le Harford, c'est une décision très controversée. Le gouvernement va devoir vivre avec sa décision. C'est ça, il va en payer le prix démocratique si vraiment ce projet de loi-là est mauvais. Puis, dans le cas des médecins, bien évidemment, je pense que le public va retenir que, sans doute le gouvernement est un peu à court d'argent, mais d'un autre côté, il faut faire attention pour ne pas perdre des médecins spécialistes au Québec. Puis les médecins spécialistes, en ce moment, ils n'ont pas de moyens de pression si terribles. Ils ne mettent pas la santé du public en danger, là, pas du tout. Puis après ça, il y a une espèce de fiction là-dedans, tu sais, qui dit il y a urgence. Il y a urgence dans rien, tu sais. C'est ça. Mais les médecins pourraient continuer à négocier. Les chevaux, comme vous le disiez, ça pourrait attendre. Et puis les VTT aussi, là, les motoneiges, je sais pas quoi. Puis excusez-moi, Harford, on a l'impression vraiment que Jean Charest est tellement pressé de récompenser ses petits amis. C'est ça que ça a l'air. C'est tellement terrible. Pourquoi faire ça si rapidement? Est-ce que ces gens-là ont tant besoin d'argent que ça, si vite que ça, là? Oui, mais sénateur Rivet, c'est le dossier d'Harford et ça n'a pas été prouvé, cette affaire-là, mais je trouve que c'est dans l'air. Maintenant, c'est encore là, moi, j'ai de la misère à comprendre qu'un dossier comme très particulier comme le Harford, là,
que le monde de la région ne pourrait pas s'asseoir et regarder ce qu'il faut faire pour le bien-être de la région. Oui, mais sénateur Rivet, là, vous avez été stratège politique longtemps à un haut niveau. Là, ça sent les élections à plein nez. Probablement que Charest voulait vider ces projets de loi-là pour qu'on puisse partir. Il y a eu des motions analogues, autant sur le temps du PQ que des libéraux de Bayon, de fin de session, qui annonçaient pas nécessairement des élections. Mais dans le contexte actuel, là, d'après ce que je comprends, là, les rumeurs sont là. Ils avaient peut-être raison de faire le lien. Mais encore une fois, vous savez, la réalité, c'est que si le gouvernement ne doit pas faire ça généralement. S'il le fait, il en paye le prix puis il vivra avec ses propres décisions. Et dans le cas des 2 ou 3 dossiers, il y a 2 ou 3 dossiers qui sont pas très, très glorieux. Mais rappelez-nous donc à quel moment, sénateur Rivet, vous qui avez une bonne mémoire politique, à quel moment d'autres gouvernements l'ont fait et pour quel projet de loi? J'ai pas en mémoire actuellement là, des projets de loi, je me rappelle plus. Mais c'était usuel. Autant du PQ que du gouvernement. Il y a eu des projets de loi de retour au travail, par exemple. Là, il y avait une certaine urgence quand la santé et la sécurité étaient en danger. Là, ça avait du sens. Mais la procédure parlementaire, elle a étendu la notion d'urgence à ce qui peut être interprété comme un caprice gouvernemental. Et ça, évidemment, les gens jugeront ultimement si c'est correct ou pas. Mais j'ai une question pour vous. Comment se fait-il, depuis l'avènement de Jean Charest, on termine les sessions, il me semble, un peu tôt. Quand j'étais à Québec, nous autres, on finissait à la veille de la Saint-Jean ou à la veille de Noël. C'était l'euphorie des fins de session. Et là, on fait tomber le couperet. Il y a quelle date? On est le 13 juin. Ouais, ça va finir le 22, si je comprends. Alors, c'est à peu près dans la même période, mais évidemment, il faut que tu fasses attention parce que s'ils perdent le fil en termes de la procédure, ça donne des arguments à l'opposition qui peuvent trouver 50 motifs pour prolonger. Pour retarder. Ça, il y a des gouvernements qui ont prolongé au-delà du 24 juin. Là. C'est pas inusité. C'est pas coulé dans le béton, ça. Mais là, je brûle de vous poser une question. Pensez-vous que Jean Charest, admettons qu'on déclare des élections cet automne, là, il va être élu? Ça s'enligne pour ça, d'après vous? C'est ce qui est la difficulté. Évidemment, il y a des difficultés de gouvernement là, incontestables. Les sondages sont pas trop bons, remarquez. Oui, mais l'opposition n'est pas très forte. Oui, c'est ça. La difficulté, c'est que l'arrivée de M. Boisclair est loin d'avoir revivifié le PQ. Et j'ai vu hier dans les journaux là, que quand même 3 députés qui sont 3 députés sérieux, M. Turp là, et les autres, qui remettre en cause l'idée d'un référendum. Oui. Ça va créer du propre camarade dans le PQ. Mais en même temps, on dit d'autre part que André Boisclair a la main mise sur son parti, qui a montré qu'il pouvait avoir un peu de pouvoir sur ça. Sans doute. Il est lié de toute façon par le programme du parti. Mais ça crée dans la campagne électorale une espèce de climat d'instabilité. Quand vous avez 3 députés importants qui sont discutants du chef, là, le chef a beau dire c'est moi qui ai été élu, c'est moi qui mène, ce qui est vrai, mais j'en dis, il mène quelque chose. Oui, puis c'est de voir les 3 députés. Non, mais les 3 députés ont signé avec des gens de Québec solidaire, là. C'est assez grave de voir l'élargissement. En plus, c'est ça, c'est la gauche. Alors, voyez, ça, c'est compté. Ça, c'est du pur PQ, dans le fond. Pardon? Ça, c'est du pur PQ, à quelque part. C'est du sabordage de l'intérieur, là. Ouais. Alors, tu sais, la force de M. Charest, c'est peut-être la faiblesse de l'opposition. Oui, exactement. Faute de mieux. Hey, ça va bien, hein? Ça va. Merci beaucoup. Merci, M. Rivet. C'est relatif dans la politique. Oui. Ça peut changer, remarquez. Oui, 6 mois, c'est très long. Merci beaucoup, sénateur Rivet. Merci, M. Rivet. Au revoir. Au revoir. Alors, mon Stéphane. Oui, c'est assez concluant. Alors, on va aller à la pause et au retour, on va prendre vos appels. Donc, on vous rappelle les numéros de téléphone 5900-0874, 1-877-790-3535 ou par Internet www.tqs.ca. La question, à toi, ma chère. Charest, dictateur ou démocrate? Voilà. Alors, quelques courriels avant de passer à vos appels. Ici, Simon de Montréal. Je ne suis pas d'accord. Aucun des dossiers n'était réellement pressant. Les médecins n'ont rien affecté à la population dans leur démarche. La même chose pour la Société nationale des chevals de course, où on veut forcer la privatisation, ou du cheval de course, ou des chevaux de course. Alors, on est un peu scandalisé du bâillon.
Moi, j'ai quelque chose d'extrêmement intéressant, d'un beau Robert. Un beau Robert de 60 ans. Écoute bien ça. Bonjour. Bon, à votre question, oui, c'est un dictateur, mais je crois que les méthodes de gestion humanistes et socialistes sont passées date, à mon avis, et il est temps qu'un homme se mette les pieds à terre avant que ce soit une femme, car ça va être pire. Ah, ici, Hello. Un message pour toi. Un autre bel homme de 60 ans, Gilles de Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans, probablement, nous dit « Madame Saint-Germain devrait savoir que de 99 à 2002, le gouvernement péquiste a fait voter 31 lois sous le bâillon, beaucoup plus que Jean Charest. » Tiens, mets ça dans ta pipe. Mais on est à combien d'années, le 99 à 2001? Ça fait 3 ans. Là, on a 2 mandats et on en a 8. On fera une moyenne après, monsieur. Voilà. Voilà. Alors, on va passer à vos appels maintenant. Et oui, Madame Veilleux d'Anjou. Bonjour, Madame. Comment ça va? Toi qui aimes beaucoup la municipalité d'Anjou. Oui, Anjou. Vous venez d'Anjou, vous, Madame Veilleux. Bonjour. Je voudrais vous dire bravo pour votre équipe et votre émission. Ah, je vais disparaître bientôt parce que le barreau va me retirer des ondes. J'espère que non. Mais non. Je voudrais parler plutôt de la santé. Oui. OK? Oui. Moi, je trouve que c'est de la dictation, c'est sûr, parce que M. Couillard, Dr Couillard, a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'il allait avoir une épidémie de grippe aviaire. Oui, on se prépare, on l'attend. Oui. Bon. Alors là, il se met à dos au docteur, aux médecins. Aux spécialistes, en plus. Aux spécialistes. Je veux dire, je trouve ça complètement contradictoire de sa part. Avez-vous écouté les propos du docteur Couillard à 2 heures du matin qui disait qu'il ne comprenait pas l'opposition des médecins spécialistes parce qu'on leur donnait une augmentation de salaire? Mais ce qu'il dit pas, c'est qu'on n'a pas respecté l'engagement de 2003 pour la rétroactivité. L'équité. Puis si on compare, moi, je connais de jeunes médecins qui sont en train de faire leur fellow, là, entre autres, un anesthésiste, et il est allé même de l'autre côté, en Ontario. En Ontario, on lui propose un salaire qui est 2 fois plus élevé avec la possibilité de faire de la recherche. Ouais. Alors qu'ici, le salaire, je sais, ça fait pas pleurer le monde. Le monde dit, les médecins ont déjà des gros salaires, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le salaire moyen est 240 000. Puis en plus, ils ont été, oui, mais ils ont été 2,32. Les médecins, ils ont été éduqués ici, on a payé pour leur éducation. Puis après ça, on s'en fout, on va les laisser aller ailleurs au lieu de profiter de nos ressources. C'est ridicule. Excusez-moi. En plus, dans les petites régions, ils ont de la difficulté à avoir des médecins. Ils recruter, exactement. Comment ils vont faire? Il n'y a aucun intérêt pour rester au Québec. Là, fait que Doc Couillard, je pense que vraiment, là, il aurait pu avoir une médiation au moins avec le public, avec n'importe qui, qu'on puisse en parler, qu'on puisse voir vraiment c'est quoi qui se passe. C'est pas juste lui qui doit décider. Moi, je pense que c'est le rendez-vous électoral qui a fait mettre le pied sur l'accélérateur. Il fallait vraiment régler ces dossiers-là qui traînaient. Je voudrais vous demander, excusez-moi de vous couper, je voudrais savoir, est-ce que les médecins peuvent aller comme plus haut que le Québec, comme au Canada, pour pouvoir contester cette loi-là? Non, malheureusement, non. C'est de juridiction provinciale, la santé. Donc, chaque province établit ses propres règles. Il faut dire qu'il n'y a pas juste le ministre Couillard là-dedans. Il y a Mme Jérôme Forget, là aussi, oui, avec la son dame cadre, de fer qui... Son cadre financier. Oui, qui tient ça bien serré, là. Merci, Madame. Bonne journée. Merci, au revoir. Alors, Martin de Montréal. Bonjour, Martin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben moi, je pense qu'on peut pas qualifier Jean Charest de dictateur parce qu'il a été élu démocratiquement, puis le bâillon, c'est un outil qu'on peut utiliser de façon démocrate. Mais certainement que c'est un dictateur parce que, dans les faits, tout ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il passe des projets de loi qui vont à l'encontre de l'opinion populaire. Et ce qu'il fait, c'est que c'est toujours des projets de loi qui sont pas focusés sur les grands enjeux du moment. On parle du Mont Offord, on parle de Blue Bonnet. C'est toujours des projets de loi qui favorisent les dynamies du Parti libéral et ça fait poser beaucoup de questions sur l'intégrité. Les chevaux de course, là, en quoi ça privilégie les libéraux? Ben, en fait, c'est Blue Bonnet, ça a été vendu à une compagnie qui était proche du Parti libéral. Mais tout ça pour dire que mais ça donnait quoi de garder ça, Martin? C'était pas rentable. Oui, non, ça, je comprends. Le Mont Offord, c'était pas rentable. C'était faire les dollars, vendre ça directement à des amis du Parti. Raison. Je pense qu'il y a pas. Là, oui. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut se mettre dans les souliers de Jean Charest. Jean Charest est arrivé au pouvoir grâce à qui? Grâce à l'argent des amis du Parti libéral. Et on n'a qu'à penser à son voyage en Chine alors qu'il était aux côtés de M. Desmarais lorsqu'il a rencontré le maire de la grande ville en Chine, dont j'ai oublié le nom. Shanghai. Mais dans les faits, là, ce qui est important, c'est que les grands enjeux économiques en ce moment, le développement économique, les finances publiques, le déséquilibre fiscal et ces choses-là ne sont pas adressés en ce moment par ce gouvernement-là d'improvisation. Et c'est ça qui est le plus scandaleux, c'est que c'est un gouvernement qui agit en fonction seulement de ses propres intérêts et non pas pour la population. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, Mme Germain. C'est effectivement vrai. Un grand leader, c'est un leader qui sait prendre le pouls de l'opinion publique. Oui, mais attention, le matin, je vous arrête là-dessus. 2 secondes. Et qui convainc. Oui, mais attention, là, à un moment donné, quand tu es élu une fois aux 4 ans, il faut toujours bien gouverner, puis il faut pas non plus gouverner en fonction des sondages puis des humeurs du peuple. Oui, mais tu peux pas gouverner non plus en fonction des intérêts de tes dynamis. Non, ça, je suis d'accord. De toute façon, j'ai pas d'amis.
peux pas gouverner en fonction de ça. Tu peux compter, c'est j'ai mes amis du barreau de chaise, du barreau, pardon. Oh non, une autre procédure qui s'en vient. Merci, Martin. Merci. Au revoir. Alors, Madame Paquette de Saint-Bruno, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bon, bonjour. Bonjour à vous. Mais pour moi, c'est ni un dictateur, ni un démocrate, c'est un baveux. J'aime ça. Faites attention, vous allez recevoir une mise en demeure là, de Maître Tremblay. Mais je me pose la question, était-il menacé? T'sais, quand on devient baveux puis qu'on fait des niaiseries comme ça, vite comme ça, parce que d'après moi, oui, les dossiers n'étaient pas si urgents. Puis je me demande aussi qui le conseille. Puis je me demande s'il fait pas toutes ces folies-là là, pour couvrir un changement de chef, parce que pour moi, c'est un homme, l'homme lui-même, Charest, le mot Charest, c'est un homme mort en politique qui va passer le bâton au docteur Couillard. Non, moi, je pense que Charest, moi, là, je mettrais 100 pièces sur la table, madame, il va être réélu haut la main. Je sais pas si ça va être haut la main, mais il va sans doute être réélu. Ouais, puis c'est un redoutable campaigner, hein? Il est très bon en campagne électorale, M. Charest. J'espère qu'il pense pas qu'il va faire bonne figure en revenant s'il déclenche des élections à l'automne. Ma seule inquiétude, là, puis je ne sais pas ce que tu en penses. La devise du Québec, sais-tu ce que c'est? C'est pas « je me souviens », c'est « j'oublie tout ». Non, mais dans attention. 2 mois de vacances, les gens vont avoir oublié de ces niaiseries. Comment on peut imaginer Jean Charest faire une campagne au niveau du peuple alors que ce gars-là a vécu dans sa tour d'ivoire pendant 3 ans et demi? Est-ce que les gens vont comment est-ce qu'ils vont réagir? C'est ce qui me laisse penser que probablement, là, il va avoir... Parce que déjà, ça s'était parlé, puis il le sait, là, que le ministre Couillard pourrait être une figure, s'il pourrait devenir un chef. Finalement, je veux dire, lui, il se couvre toujours, le ministre Couillard. Regardez Couillard, là, avec ses projets d'hôpitaux universitaires, c'est une catastrophe. Je suis sûre que le parti n'a pas d'opposition, il va être réélu, mais avec Charest, je suis pas certaine que ce qu'il va faire vraiment bonne figure, ça va pas donner un peu... On n'a pas le goût de le revoir. Personne n'a le goût de le revoir, lui. Puis depuis que Harper est élu, lui, on dirait qu'il est de plus en plus baveux. Mais c'est une petite lune de miel. C'est une petite lune de miel entre M. Charest et M. Harper. Et ça lui permet de faire ces niaiseries-là. Puis nous, puis le bâillonnement, où les choses se passent tellement vite en politique, on dirait que ça dépasse l'entendement. On voit, regardez le Harper qui a fait son budget, puis qu'ils n'ont même pas eu le temps de se revirer de table, c'est déjà voté. C'est une nouvelle mode. Ils n'ont pas vu venir. C'est une nouvelle mode. Ben oui, mais écoutez, les libéraux n'étaient pas leur affaire et c'est l'heure d'aller à la pause. Madame Paquette, merci beaucoup. Alors, au retour de la pause, on s'interroge. On va faire une table de concertation pour savoir avec le voisinage. On va aller chercher des gens dans la rue. Plateau, exactement. Ouais. Est-ce que Jean Charest est un dictateur ou un démocrate? Démocrate, pardon. Merci. Alors, bienvenue à l'émission L'Avocat et le Diable. Et on va prendre le temps de passer à travers nos courriels. Et écoutez, j'ai une avalanche de courriels en soutien suite à la procédure du barreau qui veut me faire ma gueule. Alors, Stéphane Morancy, ici, 34 ans, dit « Barreau, méchante gang de pourris pour t'envoyer un huissier. Lâche pas. » Ensuite, ici, quelle honte! Un avocat qui demande justice pour les enfants, il est traité comme un criminel par ses confrères. C'est juste au Québec que ça se passe. Madame Ruffo a eu tout à fait le même traitement. Alors, www.barreau.qc.ca, envoyez-nous un petit courriel, ça serait pas bête. Et pour la pétition pour destituer la juge Lise Côté, on lâche pas le combat. Et il n'y a pas personne qui va me faire fermer la gueule. C'est-tu clair, ça? Tant qu'à faire, j'aime autant démissionner du barreau que de me confondre dans cette masse-là. Alors, c'est www.mesopinions.com, puis on fesse dans le dash ce matin. Alors, Jean Charest est-il un dictateur ou un démocrate? Oui, c'est la question qu'on se pose. Et Geneviève, elle, fait la promotion du dictatorial Jean Charest. Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de mal. Mais il y a un auditeur, un téléspectateur qui dit quelque chose de bien intéressant ici. Jean Charest est un démocrate, et pour moi, un démocrate, c'est un profiteur en position de pouvoir. Ben oui, mais c'est toujours ça, la politique, en général. À moins de tomber sur un politicien exceptionnel comme moi. Mais t'as pas entendu tous les politiciens souvent qui nous disent, moi j'ai fait, c'est Claude Ryan d'ailleurs qui le disait beaucoup, dans son cas je pense que c'était vrai, qui disait toujours, moi je suis en politique pour servir. Mais en général, et non se servir. Et non se servir. Et les gens en général, je pense, qui sont en politique pour servir leur ego aussi. Oui, je connais quelqu'un par chez nous qui dit ça, qu'on n'est pas là pour se servir. Alors, on passe à Sandra au téléphone, Sandra de Longueuil. Bonjour Sandra. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Jean Charest? Auparavant, j'aimerais dire à Geneviève Saint-Germain que je suis extrêmement fière d'être une femme quand je l'entends parler parce que c'est une femme extrêmement intelligente. Non, Dieu me fait plaisir. J'ai énormément de respect pour elle. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Merci vraiment. Donc, personnellement, moi, je trouve que Jean Charest est un dictateur parce qu'il nous impose ses idées.
Il nous dit qu'on s'en va en discussion, en table de discussion, mais on peut pas discuter avec lui. Il nous impose ses idées. Moi, j'écoute l'Assemblée nationale, c'est rendu un vrai show pour moi, là. C'est génial. Oui. Oh oui, le matin, j'écoute ça à 10h, à 3h, puis je l'entends, là, il est tellement arrogant quand il parle à l'opposition. Il a un sourire, il rit il met de la passion à être arrogant, puis... Mais pensez-vous, Sandra, qui est déconnectée de la réalité, qui vit dans sa bulle pour agir comme ça? Moi, il me fait penser à George Bush. Oui. Personnellement, je trouve que c'est un George Bush, c'est le George Bush du Québec. Puis, malheureusement, moi, pas parce que je suis péquiste, mais malheureusement, il va être encore élu, faute d'avoir un bon chef à l'opposition. Oui, vous êtes déçu d'André Boisclair. Hein? Tout à fait. Mais vous parliez là, que vous écoutiez l'Assemblée nationale, mais il y a des femmes là qui sont extraordinaires aussi. Je m'excuse. Diane Lemieux, dont on disait qu'elle était le cœur du Parti québécois, mais je comprends. C'est une redoutable... Celle qui a déchiré sa blouse en parlant du baillon alors que le PQ l'a fait. Excuse-moi, moi, je vais avoir une opinion très femme, là encore. C'est très rare, les femmes qui sont capables d'être aussi, justement, baveuses, mordantes, qui peuvent rétorquer du tac au tac. Et je veux dire que Diane Lemieux, attachez vos tucs parce qu'elle a la madame. Et moi, j'admire ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Peu importe qu'on soit d'accord ou non avec son opinion. C'est vrai que c'est la façon. C'est un colosse. C'est rare. Bon, là, tu vas faire référence à son... Pas du tout. Non, OK, parfait. Un colosse au sens intellectuel. Et c'est une sorte de cœur aussi. À l'Assemblée nationale, je crois, la semaine passée, par... la députée du Conseil du Trésor qui a époumonait les poumons en criant que ça servait à rien, en parlant de Diane Lemieux, que ça servait à rien, qu'elle s'époumonnait les poumons pour rien, mais au contraire, je trouve que c'est parce qu'elle est tellement fâchée de pouvoir être impuissante face à ce gouvernement-là. En tout cas, moi, je suis chez nous puis je suis fâchée. Il rit, je le vois rire. L'arrogance de ces députés-là, ils se ressemblent vraiment. Sandra, si ça semble, se ressemble. Sandra, j'ai la solution pour vous. À 10h, au lieu d'écouter l'Assemblée nationale, écoutez Dr. Wilby à TQS. Ça va vous monter le moral. Bonne chance, Sandra. Au revoir. Dr. Wilby. Alors, André de Montréal. Bonjour, André. Comment ça va? Oui, je trouve qu'on a un excellent gouvernement. Oui? Oui, je trouve qu'il met ses culottes, puis on ne peut pas tout le temps... Attendez, là, je vais tomber en bas de ma chaise. Moi, j'aime assez l'expression « mettre ses culottes ». Je trouve ça tellement viril. Il met ses culottes. Non, mais allez-y, André. Enfin, une opinion. Bon, on ne peut pas tout le temps écouter des groupes, faire des concertations, des consensus. C'est Lucien Bouchard qui disait qu'il n'y a aucun projet dans le monde et dans l'histoire qui a eu un consensus total. C'est impossible. Alors, si on se mettait à écouter tous les groupes sociaux, puis je vous rappelle d'ailleurs qu'on a 5 000 groupes sociaux au Québec. Seulement 5 000? Je pensais qu'il y en avait 20 000. Oui, il y en a 5 000. Ah oui? Alors, surtout toutes concentrées dans le plateau Mont-Royal. Presque. Mais non, mais Harford, quand même, vous pensez que c'est un bon projet, ça? Je trouve que c'est une bonne idée de s'en départir, parce que c'est pas au gouvernement, c'est pas à nous, à nos impôts, à gérer un centre de ski puis un terrain de golf. Oui, mais attention, c'était sous bail locatif, là. C'était pas le gouvernement qui gérait ça. Non, c'était monsieur... Mais il a fallu lui donner 20 millions de dollars pour s'en débarrasser. Ben oui, mais qu'on le ferme. Est-ce qu'on a besoin réellement d'une station de ski à Harford? Qu'on ferme ça et qu'on redonne ça à la population? Mais non, on va tout fermer, puis on n'aura pas de non, mais ce qu'André dit, touristique, on n'aura rien. On va tout... voyons. Mais non, le tourisme écologique est en pleine progression. Concernant les médecins spécialistes, ils s'amusent à dire que le salaire moyen dans les autres provinces est supérieur à celui au Québec. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que dans les autres provinces, ils payent beaucoup moins d'impôts. Ça leur coûte pas 600 millions de dollars en programmes sociaux. Mais non. Alors qu'ils fassent comme en Alberta ou en Ontario, qu'ils augmentent les frais de scolarité et les taxes, les frais d'électricité à la moyenne canadienne, qu'ils baissent les impôts, qu'ils éliminent les programmes sociaux, puis à ce moment-là, OK, on donnera les salaires, le même salaire aux médecins spécialistes. Mais les frais de scolarité, vous avez raison là-dessus. Merci, André. Éliminer les programmes sociaux, c'est peut-être un petit peu fort. Mais les frais d'électricité, je vois pas pourquoi les augmenter alors qu'on est les plus grands producteurs, supposément, avec notre grande technologie. Alors, c'est le temps d'aller en duplex à Québec avec Dave Leclerc pour le Grand Journal du Midi. Bonjour, Dave. Bonjour à vous deux. On va revenir un peu sur votre sujet parce qu'on va parler évidemment du bâillon. Nos députés se sont couchés très tard cette nuit, 2h45 du matin. Alors, Gérald Deltel nous rappellera comment ça s'est déroulé, notamment, entre autres, pour adopter une loi pour imposer les conditions salariales aux médecins spécialistes. Avez-vous entendu hier Yves Dugré? Oui, terrorisme gouvernemental, despote, c'est la pire affaire, la dictature. Dave, qui va être rabroué par le Collège des médecins pour avoir porté honneur à la profession? Ben voyons. Collège de quoi? Des médecins? Ça protège qui, ça? Les médecins? Oui, en principe. C'est une bonne question, mais Jean Charest était absent cette nuit. Il n'était pas là à 2h15, il est fatigué.
T'es pas sérieux? Beaucoup d'ouvrages, le premier ministre. Là. Oui, c'est Alors, vrai notre question ce midi, est-ce que les médecins ont raison de se plaindre? Et je dis les médecins et pas seulement les spécialistes, parce que les omnipraticiens aussi sont en négociation présentement. Je vous rappelle le salaire moyen des omnis au Québec, 159 000, et des spécialistes au Québec, 232 000 C'est malhonnête de dire ça parce que tu sais très bien que les gens, gens vont dire, ils sont déjà trop payés, mais si on les compare. Non, puis ils ont des frais de clinique. Oui, c'est vrai, Geneviève, je te le donne. Effectivement, si on compare entre autres avec l'Alberta, ça frôle les 400 000 par année pour un médecin spécialiste. Voilà. Mais l'Alberta est plus riche aussi que nous. Hein. Oui, pas mal. Ils retournent des risques. Il faut remettre ça. Mais croyez-vous que les médecins vont tous quitter le Québec, là? Les jeunes médecins, en tout cas, ils pensent sérieusement. Moi, je peux te dire. Je vois pas l'intérêt de rester au Québec. www.quitterlequebec.com. Bon. Merci, Dave. À midi. Salut, merci. Au revoir. Bye bye. Alors, on va à la pause, une brève pause publicitaire. Et de retour, on s'interroge, Jean Charest, dictateur ou démocrate? Voilà. Alors, Jean Charest, dictateur, il me semble que c'est un peu fort. Moi, j'ai pas connu un maire, Geneviève, au Québec qui s'est jamais fait traiter de dictateur, mais enfin. Dictateur ou démocrate? Alors, il y en a qui se font un peu plus traiter de dictateur que d'autres. Affectueusement. Affectueusement, c'est ça. Alors, j'ai un message ici d'André Bordelot de Pointe-Claire qui dit « Il n'y a pas de démocrate en politique québécoise. Lucien Bouchard a utilisé le bâillon pour imposer la loi 170 concernant les fusions forcées. Et ce, avec la complicité des médias francophones. Bon, on peut... Charest poursuit la même ligne de pensée. Comme Landry avant lui, il est têtu, refuse de considérer la volonté des citoyens. Il n'est pas le premier, ni le dernier, ni le pire. C'est ça, la démocratie québécoise pour M. Bordelot. Alors, on a beaucoup de courriels pour la pétition concernant la juge de la Cour d'appel, Lise Côté. Donc, je vous invite bien humblement à signer cette pétition, www.mesopinions.com. Sur la page d'ouverture, section sociale, page 2, destituons la juge Lise Côté et je vivrai avec les conséquences de mes gestes et j'en suis fort aise. Messieurs, dames du barreau du Québec. Voilà. Alors, on passe aux appels. Diane de Montréal. Bonjour, Diane. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour. Bon, alors, moi, je vais parler pour les gens qui ont plus ou moins d'instruction. Oui. OK, puis qui comprennent absolument rien de ce qui se dit à la Chambre des communes, là, parce qu'ils prennent tellement des grands mots qu'on comprend rien. Oui. Premièrement, je recommence. Je vous souhaite bravo pour votre émission. Merci. Ça prend du monde comme vous autres pour justement faire avancer les choses. OK. Ensuite, pour moi, je considère, premièrement, Jean Charest, là, c'est plus qu'un dictateur. Pour moi, c'est un futur Hitler. J'y vais fort un petit peu, là, disons. Il y a trop de cheveux, il n'y a pas assez de moustache. Oh, mais attention, là, il y avait quelqu'un qui avait traité de Lucien Bouchard d'Hitler, puis ça a été une méchante raclée. Bon, ben, je passerai en cours, c'est pas un problème. Non, mais je pense... Oui, mais quand même, là, on parle pas de chambre à gaz puis de tuer du monde. Non. Regardez ce que je veux dire. C'est que, premièrement, le Québec, c'est supposé d'être une compagnie. Moi, j'ai déjà eu une compagnie, OK? Mais quand, mettons, là, je mettais un directeur en tête de ma compagnie, oui. Il travaillait pour moi. OK? Charest, il est supposé de travailler pour nous autres. C'est nous autres, le boss. C'est pas lui. C'est nous autres. Bon. Une fois au C'est tout ce qu'on entend depuis qu'il est élu, je m'excuse, tout ce qu'on entend depuis qu'il est élu, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je m'en fiche, je le fais pareil. Ben, coudonc, moi, si mon directeur du marketing me ferait ça, je le sacrerais dehors demain matin. Ah, mais c'est ça. Mais, m'a dit, comme la petite madame a disait tantôt, je me souviens pas de votre nom, madame... Madame Geneviève. Mais bon, vous pouvez m'appeler petite madame, moi, ça m'insulte pas du tout. Ça OK, vous disiez que le Québec, c'était « je me souviens ». Ouais, je me souviens pas longtemps. Je m'oublie. Oui, mais c'est ça. Oui, je m'oublie. Puis c'est surtout du palpal-Georges-Jausse. Oui, mais Diane, comment voulez-vous faire la démocratie? Pas pour faire des référendums à chaque semaine. Non, pas de référendum. On débarque au bout de 4 ans. Pas de référendum. Mais écoutez-moi bien, si on mettrait nos culottes, nous autres, puis dire, regardez, ça, on est contre ça, quand il y a 88% des gens qui sont d'accord, moi, je suis une fumeuse, hein, puis j'étais d'accord. Avec la loi sur les non-fumeurs. Oui, parce qu'il y en a 88%. Fait que faut dire que je suis dans la minorité. Donc, je l'accepte, je me ferme la boîte. Mais quand c'est 88% qui sont contre, puis ils disent, je m'en fous, je le fais pareil, ben, écoute, on s'en va de même, là. Ça regarde mal, hein, ça c'est sûr qu'Orford, c'est une épine dans le pied, là. Ben, justement. C'est pas logique. Puis, si on mettrait nos culottes, là, ben, avez-vous déjà vu une grève de camionneurs durer 10 ans, vous? Non, ça Moi, j'en ai vu une, monsieur, puis j'en ai pleuré. J'ai trouvé ça assez beau, là. Ils ont dit, nous autres, on bloque tout, ça vient de s'éteindre, une journée, c'est fini. Ben, merci, mon mari était camionneur, d'ailleurs. Ben, merci. Merci, Diane. Au revoir. En tout cas, moi, si j'étais maire d'Orford, là, je t'aurais un paquet de solutions. Moi, ce projet-là ne se réaliserait jamais chez nous. Le plan d'enfer de M. Jamais chez nous. Il n'y aurait même pas d'aqueduc pour les condos. Il n'y aurait même pas de champ d'épuration. Il n'y aurait même pas d'égout.
il serait obligé de se creuser des fosses sceptiques. Ah, ça serait beau de voir ça. Alors, un dernier appel avant de conclure cette émission en folie. Antoine de Montréal. Bonjour, Antoine. Oui, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Jean Charest? Je suis un peu sans connaissance en même temps, mais ça... Comment ça? Remettez-vous. Ben moi, c'est que, premièrement, depuis qu'il est au pouvoir, c'est un homme qui m'a beaucoup agressé parce que même l'image première qu'il a présentée socialement au public a été fausse au départ. Oui, le non-respect des promesses. Comme l'image des conservateurs, à mon point de vue. Et puis aussi, ce qui me dérange de plus en plus au Québec, parce que moi j'ai vécu à l'étranger, c'est que la violation de démocratie qui s'installe de plus en plus dans notre territoire devient une habitude sociale. Et c'est une habitude qu'on force le peuple à accepter, comme on force les citoyens à accepter la pauvreté qui sévit actuellement au Québec, et c'est une pauvreté qui, à mon point de vue, devient extrême aussi. Et parce que pour avoir connu autre chose, parce que je suis écœuré qu'on dise que le Canada et le Québec est le plus beau pays au monde. Oui, le plus riche. Puis, et c'est ça. Moi, j'ai connu autre chose. Je peux vous dire qu'il y a d'autres choses de beau ailleurs aussi. Mais c'est parce que nos leaders n'ont pas de vision. Entre autres, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie de parti. C'est ce qui me dérange énormément. Et deuxièmement, c'est que l'idéologie de parti, des partis politiques actuellement au Canada, ça devient, à mon point de vue, très, très proche du communisme. Ah oui. Et eux qui se sont tant battus contre ça, chose curieuse... Tomberait dans le même piège. Ben oui, c'est qu'actuellement, on nous force tout nous efforcer et on n'a rien à dire sur rien. Mais je m'excuse, les citoyens, on a quand même une éducation maintenant et on est capable de réfléchir de nous-mêmes et j'espère que le peuple le montrera. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Antoine. Et on vous Quelle opinion articulée, intéressante. Oui. Mais que voulez-vous, c'est un gars de la gauche un peu plus, peut-être. Hein? Plus dans tes cordes à toi. T'as été séduite, hein? Peut-être. Ben, t'as eu des relents. J'ai trouvé ça bien intelligent. À demain, tout le monde, si on est encore là. Bye, nous serons là, M. le maire. Une position d'autorité comme ça, tu dois représenter un idéal supérieur. Exactement. Alors, toujours en matière controversée, en relation de travail, on apprend dans le Journal de Montréal, page de gauche, page 2, petit encadré, que les 44 pressiers ont été congédiés pour avoir fait du vandalisme. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait déconnecté des rouleaux, on avait répandu de l'encre par terre et ça aurait mis la vie de certains ouvriers en jeu. Alors, qu'est-ce qui va arriver d'après toi? J'ai aucune idée. Je connais ta théorie. Là, vas-y, je te laisse aller. Ah, ben, je me suis mis une petite démarche ici. Qu'est-ce qui va arriver? En matière de droit du travail, c'est pas compliqué. Le syndicat va lever un grief. Il va y avoir une rencontre exploratoire, un arbitrage, et les 44 pressiers vont être réintégrés dans leur job. Mais c'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. À moins que tu aies tué quelqu'un, là, c'est très, très difficile de congédier une personne aujourd'hui. Je t'entendais ce matin à une autre intervention que tu faisais à la radio, une autre tribune, où tu parlais de harcèlement moral. Puis là, j'ai tiqué un peu. Parce que le harcèlement moral, à mon avis, ça n'a rien à voir avec ça. Toi, tu disais, maintenant, on ne peut plus mettre personne dehors. Non. On invoque le harcèlement. Mais la gueule aux gens qui prennent la défense des enfants, c'est sous beau, couvert de respect de la servir profession. La justice. Mon œil, la justice. Ça, c'est très poli, ce que je vous dis là. La justice, la mafia, l'omerta des grands juges de la Cour d'appel qui sont déconnectés de la réalité. Stéphane, si on vient à la DPJ aussi, bon, d'abord, plus de signalements. Oui, bravo. Pour toutes sortes de raisons. Bon, évidemment, il y a l'effet Nathalie Simard, on peut le dire aussi. Une chance qu'elle est sortie. Oui, mais on peut dire aussi que les gens, en général, sont plus conscients de ce genre de sujet-là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a plus maintenant qu'avant? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plus de raisons de signaler ou c'est juste parce que les gens sont plus conscients? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Plus on en parle et plus on remet en cause certains jugements. Vous savez, quand on est nommé juge, on est un personnage public, Geneviève, là, on est un peu comme des politiciens. Ces gens-là ne vivent pas dans une bulle de verre et ils doivent être attaqués verbalement quand les jugements n'ont pas d'allure. Je veux dire, un juge, c'est une personne humaine avec ses défauts, n'est-ce pas? Alors, et c'est des gens qui doivent représenter un idéal supérieur, en tout cas. Ah oui? Mais oui. Je vous incite à aller la signer, la pétition, www.mesopinions.com, et je serai éventuellement radié du barreau. Vive le barreau du Québec. Savez-vous ce qu'on me reproche? De n'avoir pas servi la justice, de ne pas avoir soutenu l'autorité des tribunaux de façon à porter préjudice à l'administration de la justice. Quelle justice? Quelle justice? Alors voilà. Merci beaucoup. Maître Pierre Bernard, syndic du barreau, je vous attends. C'est ce qui est fascinant avec les huissiers. C'est l'omerta. C'est leur façon extraordinaire qu'ils ont de toujours venir au bon moment. 5 minutes avant que tu entres en onde. Quand c'est pour d'autres matières, ils arrivent à 6h moins quart à la maison chez toi pour te prendre dans des faux ou en surprise. Quel métier affreux. On devrait faire quelque chose sur le métier de huissier. Oui, puis on veut me déstabiliser en m'envoyant ça 5 minutes avant. Bravo, le barreau du Québec. Quelle belle intégrité intellectuelle. Puis là, vous êtes en train de me dire qu'ici, là, je suis engagé comme avocat. Hein? Je donne des conseils d'avocat comme à la radio, alors qu'on m'engage parce que je suis une grande gueule. Hein? Ça me fait penser un peu à l'acharnement qu'on faisait sur le docteur Mayou. Donc, les gens, écrivez donc au barreau du Québec, peut-être que ça leur
ferait une petite réaction. Fais pas d'amalgame quand même entre toi et le Dr Mailloux. Non, juste. Alors, beaucoup de nouvelles ce matin. Donc, la DPJ sort de ses gonds et on fait un peu de dénigrement à l'endroit de tous ceux qui ont pourfendu la DPJ. C'est assez terrible, hein, ça. Et en particulier les médias. Alors que s'il y a eu plus de cas rapportés à la DPJ, signalés, c'est parce que les gens des médias ont créé une espèce de conscientisation. Le fait que les gens, dont Paul Arcand, on peut le dire. Oui, les voleurs d'enfance. Oui, et la juge Ruffo qui travaille depuis des années. Ah, mais ça, la juge Ruffo, qui travaille depuis des années, la juge Ruffo, à pourfendre la DPJ pour des motifs tout à fait valables. On peut ne pas être d'accord avec le fait qu'elle soit juge, qu'elle se soit prononcée, tout ça. Mais ces motifs étaient honorables, valables. Tu sais ce qui est arrivé? Le Grand Conseil des juges, à l'image du barreau, ici, cette petite procédure-là, on essaie de faire faire... Oh, bonjour, mesdames et messieurs, mardi le 13 juin et bienvenue à l'Avocat et le Diable. Bonjour Geneviève. Bonjour Stéphane. Alors, il faut que je vous raconte une tranche de vie. Ce matin, 5 minutes avant qu'on entre en onde, j'ai reçu un huissier. Un huissier qui est venu signifier une belle procédure du comité de discipline du barreau parce que, ici à TQS, on a fait une émission sur la juge sans jugement, Lise Côté de la Cour d'appel. Vous vous souvenez, cette juge qui avait réduit la peine du pédophile Luc X parce qu'elle avait dit, c'est pas grave, il a violé sa fille, mais ça a été fait dans un contexte de douceur. Il n'y avait pas de violence faite aux agressions d'une petite fille de 2 ans. On me reproche d'avoir organisé une pétition